Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial qui est mon premier invité qui va faire aussi l'entrevue autant en français qu'en anglais. Donc, je reçois aujourd'hui Mitchell Benovoy de la compagnie Area 19 Medical. Bienvenue, Mitchell. Je suis Bonjour bien Catherine, contente de te rencontrer. pareillement. Donc, aujourd'hui, Mitchell, j'aimerais que tu me parles un peu de toi, un peu de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à lancer ton entreprise. OK, c'est pas ma première entreprise. La première que j'ai partie, était basée sur ma recherche doctorale à la Polytechnique. C'était dans le milieu cardiovasculaire, en intelligence artificielle. Euh, J'avais développé des systèmes algorithmiques de diagnostic de maladies coronariennes qui fonctionnaient très bien dans un contexte de recherche et un contexte de PhD. Et puis, j'ai vu avec mon superviseur un potentiel commercial assez significatif. Et donc, quelques jours après avoir défendu mon PhD, j'ai lancé la compagnie qui s'appelle CoreStem, qui s'appelait CoreStem. Ça, c'était en 2016. Euh, j'étais, euh, J'avais un cofondateur qui s'appelle Pascal Labrec, très bon ami, ingénieur aussi. Et, euh, et on a commencé à bâtir l'entreprise, vraiment de- d'un projet de recherche à un produit commercial. On a, on a développé nos marchés, développé la technologie, qui est très difficile en fait dans un contexte médical. Mais on a réussi à arriver à une phase pré-commerciale. Euh, et c'est là qu'on s'est fait acquérir par le plus gros compétiteur. Ça s'appelait Circle Cardiovascular Imaging. Ça, c'était en 2019. Et c'était un très beau exit. Encore une des grosses qui s'est faite en intelligence artificielle à Montréal. Mais avec l'acquisition, moi et Pascal, mon cofondateur, on a eu des Golden Handcuffs. Il y avait un contrat de 3 ans pour travailler avec Circle pour s'assurer que notre entreprise, nos technologies soient bien assimilées dans l'écosystème de Circle. J'étais vice-président à l'innovation à Circle pendant ces 3 années-là et c'était fantastique. Vraiment une superbe compagnie. De loin, les leaders dans le monde du diagnostic de maladies cardiaques en utilisant la résonance magnétique. Et à la fin des 3 ans, ça c'était au printemps de cette année. Nos contrats expiraient et en même temps, Circle se sont fait acquérir par une large banque d'investissement privée américaine. Et pendant cette période, j'ai vu avec quelques autres employés clés de Circle une opportunité de créer un spin-out de Circle. Et c'est ce qu'on a fait. On a négocié une belle tranche de propriété intellectuelle avec des contrats de distribution à travers Circle, qui est vraiment une compagnie internationale. Ils sont dans plus de 60 pays. On a négocié un très beau spin-out qui est Area 19 Medical. Et, euh, et maintenant, on travaille sur
sur la validation clinique de la propriété intellectuelle qu'on a rapatriée. Et on est toujours dans une phase pré-commerciale. Ah, c'est intéressant. Fait que dans le fond, si je comprends bien, tu as repris un de tes morceaux avec la compagnie pour ramener ça puis de repartir une autre compagnie avec tout ça. Oui, c'est ça. C'est des projets qu'on travaillait à l'interne à Circle, dans le département de R&D. Euh, il y avait une lueur d'un potentiel énorme, d'un point de vue diagnostic, beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile pour les cardiologues, mais surtout pour les patients. Mais la technologie est très, très jeune Mm. encore. Et puis, depuis 6 ou 7 mois, on, on a maturé la technologie et on a lancé 3 ou 4 grosses études cliniques internationales avec cette technologie-là. Wow. C'est quand même impressionnant. Tu dois quand même être très fier tu sais, quand tu dis pas à l'école, tu te dis, OK, je vais faire mon PhD, puis on rêve tous d'amener quelque chose de différent, puis de changer la vie des gens. Puis tu sais, quand tu réussis oui, c'est pas juste en théorie, mais de le mettre en pratique, de le commercialiser, puis d'amener cet impact-là dans la société, ça doit être tu dois être assez fier. Le sentiment que ça te procure, comment tu te sens Énormément, dans ça? oui, absolument, énormément. Une des grosses craintes que j'avais au PhD, puis je pense que je suis pas toute seule là-dedans, c'était de voir la recherche que je fais rester sur les étagères de la Polytechnique. Et donc, j'ai eu vraiment un instinct euh, de commercialisation et de valorisation de la technologie. Et puis, je dirais que pas mal, pendant toutes les étapes de mon PhD, tous les éléments de design ou de recherche, il y avait un potentiel ou une planification de commercialisation potentielle. Fait que, tu sais, je pense que le conseil par rapport à des gens qui vont peut-être écouter ton témoignage ou voir, tu sais, parce que tu peux en inspirer d'autres jeunes qui sont justement en train de faire de la recherche. Puis souvent, quand tu es un chercheur, tu es un scientifique, tu l'as dit, tu sais, on réfléchit à l'outil, mais on oublie souvent qu'il faut après l'envoyer dans la sphère de commercialisation. Fait que je pense que le meilleur conseil aujourd'hui que tu as donné, c'est peut-être de justement réfléchir à oui, c'est le fun, la recherche, puis qu'est-ce qu'on peut en faire, mais il faut pas oublier l'aspect commercialisation de ça parce que une idée sans exécution, c'est une hallucination, tu sais. Exactement. Je suis tout à Hum. fait d'accord, oui. Très bien, merci. C'est un super. Tu sais, je pense que ça peut être intéressant de partager ça avec tes compatriotes, puis les étudiants, les jeunes qui vont suivre un peu tes traces dans tout ça. Fait que merci de ton partage aujourd'hui. Puis tu sais, dans le fond, quand tu as dit, tantôt, tu m'as dit, j'ai fait mon projet à l'école, puis après ça, ben oui, là, on a réalisé que c'était un projet viable. Est-ce que tu avais en tête de te lancer en affaires? Est-ce que ça faisait partie de tes objectifs initialement quand tu étais étudiant au Ouais, départ? c'est ça. Pas nécessairement, mais c'était l'avenue la plus directe pour faire valoriser la technologie. Euh, et donc, euh, et donc, j'ai étudié l'entrepreneuriat. J'ai été bien entouré de coachs aussi très tôt. Et ça a vraiment bien transitionné du labo à une entreprise. Je m'excuse, j'ai quelques petits bruits familiales autour de moi. C'est une pédagogique aujourd'hui, fait que je suis désolée pour toi et les gens qui entendent les choses. Désolée. Tout ça pour te dire que, tu sais, quand on a un projet, moi, je pense que l'idée avec toi, c'est de démontrer un peu qu'un projet, quand on y croit, ben, on va prendre les moyens pour y arriver. Puis des fois, la méthode, c'est oui d'aller en entreprise, mais des fois, c'est de partir sa propre compagnie. Fait que ma prochaine question, dans le fond, dans ton objectif de carrière, tu sais, je peux pas vraiment te poser la question, c'est qui tes meilleurs clients parce que
on comprend que c'est dans le domaine de la santé, tu t'en vas pas faire du Ouais. B2C, tu vas pas vendre ta technologie ou ta recherche et développement ou tes projets à un individu. Mhm. Par contre, j'aimerais quand même que tu nous amènes sur cette sphère-là. Tu sais, quand tu as pensé à la commercialisation de ton projet, comment tu as réfléchi à dire, OK, à qui il faut que je présente ce projet-là pour, oui, tu as eu des coachs, oui, je pense que tu dis que tu été entouré de gens qui t'ont aidé au niveau de la commercialisation puis de l'aspect business, mais tes réflexes, ça a été quoi? De faire quoi comme démarche par Ouais. rapport à ça? L'élément clé, c'était d'approcher les médecins et les cardiologues en premier, d'avoir leur buy-in. Et puis les grosses entreprises dans le medtech se fient largement sur l'opinion des médecins. Et donc, avoir un cardiologue vendre l'idée ou le produit pour nous, c'est beaucoup plus efficace que nous de le faire directement aux autres compagnies. Fait que, dans le fond, si je résume, c'est d'aller chercher les personnes influentes dans votre industrie qui va vous permettre de Ouais, défendre votre idée parce qu'avec leur crédibilité, leur notoriété à eux, ben, ils sont capables après de défendre. Fait que de choisir des alliances stratégiques, de choisir les bonnes ouais, personnes qui peuvent être influençantes dans votre milieu. ouais. Des KOL, Key Opinion Leaders. Ah, merci. Par la suite, est-ce que dans ton cas, l'aspect pandémique a eu un impact sur ta recherche puis sur les résultats en lien avec ta compagnie? En fait, non. Et puis, même que ça a été d'une manière un accélérateur. Euh, il y a eu très tôt dans la COVID des indications qu'il y avait une affectation cardiaque. Et puis, très rapidement, nos technologies ont été utilisées dans des études cliniques qui ont été très en demande pour faire des études cliniques pour voir c'est quoi l'impact de la COVID sur le cœur. Et puis d'une manière un peu détournée, ça nous a fait rayonner encore plus. Tant mieux, parce que c'est sûr que la recherche et la santé, je pense que pendant la pandémie, tu sais, vous étiez au Ouais. cœur de toutes les préoccupations. Fait que tant mieux si ça l'a fait bouger un peu plus rapidement. Ça fait, ouais, c'est vraiment ça. Nos outils, justement, sur la rapidité du Ouais. diagnostic et la simplicité. Et puis, ça a été utilisé excessivement à travers le monde pour des diagnostics rapides et aussi pour comprendre c'est quoi qui se passe avec le cœur pendant la COVID. Merci. Euh, tu as été un étudiant à entrepreneur, après ça, exit, après ça, nouvelle business, et tout s'est passé tellement rapidement dans ta vie. Ce serait quoi un des principaux apprentissages que tu pourrais avoir fait, autant dans l'aspect affaires que personnel dans ta vie, tu sais, dans tout ce brouhaha-là qui était hyper rapide dans ta croissance d'entreprise? Euh, c'est une grosse question. Ouais. Euh, je dirais, une des choses importantes, c'est d'avoir la certitude sur le produit potentiel. Et puis, dans notre contexte, ça a été des publications scientifiques. Il faut que ça soit flawless et bulletproof. Et puis, de là, c'est relativement facile de démontrer un unmet need. Euh, et puis ça l'aide énormément à développer le marché. Mm. Mais aussi, je vais dire ce que probablement toutes les autres disent, mais un entourage super smart. Euh, le côté financier aussi, très important. On a été très actifs à aller chercher des sources de financement non dilutives très agressivement. Et il y en a beaucoup au Canada et surtout au Québec et surtout en intelligence artificielle. Euh,
ça l'a vraiment aidé, ça nous a aidé à engager du personnel qualifié ou extrêmement qualifié qui a été clé au scale-up de l'entreprise. Tu sais, j'en rencontre beaucoup présentement, justement, dans différentes sphères de la technologie. Ça serait quoi ton principal conseil à ces gens-là qui cherchent du financement? Parce que je réalise que c'est tellement le nerf de la guerre dans votre domaine de dire, OK, Ouais. c'est pas nécessairement une expertise, votre enjeu, c'est l'argent. Fait que comment, ce serait quoi tes conseils par rapport à la recherche de financement dans des projets technologiques? D'aller avec les grants, les bourses, Mhm. qui peuvent paraître petites. C'est un 10 000 ici, un 25 000 là. Mais une fois que tu en fais une, tu réutilises le matériel et puis l'idée, c'est d'en accumuler plusieurs. Euh, Ça, c'est relativement facile. Euh, et puis, le Canada et le Québec, ils ont investi beaucoup là-dedans. Donc, il y a beaucoup d'argent de dispo là-dedans pour du medtech en intelligence artificielle. Euh, Aussi, il y a d'autres sources, soit des prêts. Il y a la Banque de développement du Canada qui a des programmes assez généreux pour ça. Et puis, à un autre niveau, il y a le programme fédéral des crédits de recherche, R&D, euh, où facilement tu peux aller rembourser ou aller chercher la moitié des salaires des ingénieurs dans la compagnie. Euh, il y a vraiment beaucoup de sources, sauf que ça prend beaucoup de temps quand même à faire ça. Ça prend quelqu'un de pas mal dédié à temps plein qui fait ça. Mais ça l'aide beaucoup à get the ball rolling et puis aussi à se faire connaître. Mhm. Euh, à travers ces programmes, les programmes gouvernementaux, on a été mis en contact avec des liaisons politiques qui nous ont ensuite fait rayonner à l'international. On était dans des missions des trade missions en Asie avec le ministre Barrett autant euh, à ce temps-là. Donc, il y a vraiment un beau réseau gouvernemental pour les petites entreprises et surtout en technologie. Merci de tes conseils puis de ton partage parce qu'il y en a plusieurs que, tu sais, les bons conseils que je retiens, là, de penser à son concept de façon commercialisable, que ce soit simple. Tu sais, tu l'as bien dit tantôt, que ce soit simple. C'est la formule, oui, tu sais, nous, c'est une formule qui est un diagnostic rapide et simple. C'est des Mhm. mots-clés, tu sais, pour moi, que je Ouais, pense que quand c'est trop complexe, on va perdre l'essence de la commercialisation, de s'entourer, d'avoir les personnes qui peuvent nous aider, aussi dire, OK, un spécialiste pour aller chercher des subventions, ben oui, ah ça ouais, nous en prend un c'est à temps c'est plein, clé. puis C'est c'est vraiment un clé, ça. élément clé. Aussi d'avoir des gens, peut-être tantôt tu parlais d'entourage smart financier, puis d'avoir aussi, bien entendu, de dire, OK, on n'est pas obligé de viser, parce que souvent en tech, ils visent tout le gros IPO, puis tu sais, de penser peut-être petite bourse après petite bourse, tu montes ta crédibilité, tu montes ton sérieux, ça te donne un peu de fonds, tu Ouais, grossis, puis à un moment donné, ben là, tu peux peut-être viser la, la- la- le IPO ou quelque chose un peu plus majeur. Puis ce que je comprends aussi, c'est d'investir avec différents paliers de gouvernement. Ça va te permettre d'aller chercher de la crédibilité, puis eux vont t'aider à atteindre des autres sommets. Fait que, énormément. Ouais, ouais, vraiment. ouais. Ah, merci pour ces beaux petits in-là, parce que ça reste qu'il y en a plusieurs qui se posent la question, puis par où qui commencent, puis tout ça. Fait que, merci. Ouais. Je te poserai la question maintenant, qu'est-ce qui t'inspire le plus? Parce que comme entrepreneur, oui, tu es un chercheur, tu sais, à quelque part, mais tu dois t'inspirer parce que tu ne dois pas être que toujours dans la recherche scientifique. Fait que comment tu t'inspires dans le quotidien? Euh,
J'aime beaucoup la médecine. Il y a ce côté-là. Alors, je lis énormément sur la médecine, sur les développements en médecine, mais et pas nécessairement juste en cardiovasculaire, là. Euh, il y a beaucoup de translations à faire aussi entre les différentes branches de la médecine qui peuvent se partager des idées. Alors, il y a par exemple un développement en neurologie, ça peut certainement aider à nous mettre sur un chemin pour une maladie cardiaque. Donc, il y a ça et aussi euh, le but final est très motivateur pour moi. Euh, je suis souvent dans les hôpitaux et puis j'assiste souvent à- au processus diagnostique de vrais patients avec nos technologies et ça, c'est très rewarding. Ouais, je peux Euh, comprendre. Quand tu vois et l'impact que ça peut avoir directement, concrètement. ouais, je dirais que ça fuel toutes les heures qu'on met derrière l'entreprise. Ouais, je peux comprendre. Euh, Est-ce que tu as un dicton, une phrase, une quote qui t'inspire de temps en temps? Parce que je réutilise toujours le mot inspire parce que pour moi, on peut s'inspirer, comme tu disais, de lecture. Tu sais, moi, je vais continuer de développer mes connaissances puis me parfaire dans le domaine euh, des affaires, mais moi, je suis curieuse d'aller m'informer aujourd'hui grâce à toi. Tu m'apprends des nouvelles affaires dans le domaine de la médecine puis de l'intelligence artificielle. Je suis quelqu'un qui va aller m'inspirer avec des gens comme euh, Warren Buffett avec ses quotes qui va Mhm. faire le business. Fait que, tu sais, est-ce que toi, tu t'es inspiré de personnalités puis est-ce qu'il y a une phrase clé que tu vas retenir ou que tu vas réutiliser? Non, j'ai pas eu vraiment d'inspiration externe comme ça, mais j'ai une phrase clé. Je sais pas si c'est moi qui l'ai inventée, mais je l'utilise très souvent. C'est overpromise, but deliver. Ouais. Non, tu l'as pas Euh, inventé, mais ok. tu te l'es approprié, c'est C'est correct. sûr, ouais. Je l'utilise tout le temps euh, Non, ok, c'est comment c'est under promise, non, over deliver. moi, c'est overpromise, mais deliver. C'est bon. Euh, Ouais, fait que c'est toi qui l'as inventé. T'as un peu adapté la ouais, c'est under. ça. Je comprends. Mais Parfait. ça a été, ça m'est venu un jour, je pense, à la suite du premier exit. Euh, c'est pas mal ça, une startup. C'est c'est vraiment de cocher toutes les coches qu'un médecin veut voir, qu'un investisseur veut voir, et puis de finalement livrer sur vraiment toute Mm. la ligne. C'est ça que ça prend. Et puis ça l'implique aussi ça l'implique une rigueur énorme Mm. à l'intérieur de l'entreprise euh, et vraiment une intensité qui est très significative et très difficile aussi. Mm. Fait que, tu sais, si mettons dans les choses que, tu sais, tantôt je t'ai demandé un peu plus positives, fait que dans les choses que tu as trouvées difficiles comme entrepreneur, est-ce que c'était de garder cette rigueur-là puis cette Ouais, intensité-là? pas le Ouais. choix, surtout en medtech, en médecine. Il y a vraiment il y a pas de place à l'erreur. Non. D'un côté juste médical, mais aussi à un moment donné, ton entreprise a grandi, tu as 6, 7, 8, 10 employés qui ont des familles qui dépendent de toi pour payer leur loyer, leur hypothèque, etc. Alors, the stakes are high sur vraiment tous les aspects de l'entreprise dans une startup.
Et puis oui, très souvent, il a fallu overpromise, mais on s'est assuré de deliver sur vraiment tous les points, là. Bravo, en tout cas, c'est un beau succès. Puis on va surveiller ta nouvelle compagnie que tu es en train de préparer pour le lancement. C'est ce Ouais. que je comprends bien, tu es encore dans quelques étapes de départ, là. Ouais, pré-commercial. Je dois avouer, Catherine, c'est infiniment plus facile, celle-là. Le financement s'est fait dans quelques semaines. On sait exactement quoi faire et quand. Vraiment, la deuxième Mm. est énormément plus facile. Ben, j'imagine que c'est comme avoir des enfants. Quand on en a un pour la première fois, on ne C'est sait pas ça. trop, puis on apprend. Puis quand on a un deuxième, ben, tu te dis, OK, là, on sait comment changer une couche, Ouais. puis faire la suite des choses. Fait que je comprends très bien. Tant mieux si ton deuxième bébé, ça se passe mieux, puis que tu puisses pouvoir le voir grandir plus rapidement. Je te le souhaite, en tout cas, le meilleur des succès. Je te remercie vraiment de ton temps aujourd'hui. Ça a été vraiment un plaisir d'en apprendre plus ici sur ton domaine. Parce que ça reste que dans l'écosystème entrepreneurial, souvent, l'aspect plus scientifique vont rester un peu dans un écosystème un peu plus dans votre Ouais, monde. Vous restez quand ouais, même vraiment. plus fermé. Donc, de partager aussi à une communauté d'affaires plus large, je pense que ça peut être intéressant de démystifier aussi des fois des petits trucs et astuces que vous vivez de votre côté, puis aussi de comprendre la réalité que vous avez des beaux projets, mais des fois qu'il y a des petites embûches qui se mettent, dont le financement souvent dans votre domaine. Ouais. Fait que merci de ton temps infiniment, aujourd'hui. Ça me ferait vraiment plaisir, Catherine. Fait que j'espère qu'on va pouvoir te suivre. La vidéo, on va la partager sur nos plateformes sociales et sur notre infolette. Et les gens vont pouvoir aller fouiller un petit peu sur qui tu es et bien entendu vos entreprises. Fait que merci Très de ton cool. temps. Merci, Catherine. Bonne journée. Au revoir. Ciao.